parle de planification, souvent ça peut faire peur aux acteurs locaux. Donc je vais juste revenir très rapidement déjà sur qu'est-ce que la planification écologique. C'est ce secrétariat général auprès du Premier ministre qui existe depuis 3 ans, avec 3 idées principales. La première, c'est qu'au fil des ans, on a pris beaucoup d'engagements, à juste titre, engagement international, l'accord de Paris, engagement européen via le Green Deal, engagements nationaux via un certain nombre de lois, la loi climat et résilience, APER, AGEC, je ne vais pas toutes les citer, et des engagements réglementaires avec un horizon de temps qui sont assez originaux, c'est original comme horizon, parce qu'on a des horizons à 2050, des engagements 2040, 2030, avec l'État qui n'a pas forcément toujours la capacité à s'inscrire dans cet horizon lointain. Donc la première chose qu'a fait la planification, c'est reposer ces engagements et puis essayer de dessiner des trajectoires pour arriver à tenir ces engagements et mettre en face des trajectoires, des leviers d'action publique pour arriver à les tenir. La deuxième chose, c'est une culture de la redevabilité des engagements et du suivi qui sont prévus dans le décret de création et qu'on essaye de mettre en avant. Et puis la troisième chose, c'est d'avoir une vision, de sortir de la vision en silo, mais d'avoir une vision systémique de la question du bouclage, parce qu'on fait face à un certain nombre de tensions, ça a été évoqué très largement sur l'énergie, sur l'eau, sur la biomasse, où on voit bien qu'on va être confronté à des conflits d'usage massifs, et notamment dans les collectivités. Il y a déjà aujourd'hui des sujets dans un certain nombre de métropoles sur la question de l'eau. Quand il y a une sécheresse, est-ce qu'on arrête l'eau pour les personnes physiques, pour l'industrie, pour l'agriculture? On a ce problème-là de façon assez majeure sur la biomasse. On va avoir une tension sur la biomasse massive dans les années à venir. La biomasse, elle est utilisée principalement pour se nourrir. On a déjà un sujet de souveraineté alimentaire en France, hein. On est très déficitaire en protéines, on est très déficitaire à plus de 60% en fruits et légumes. Enfin, ce ne sont pas des petits sujets, quoi. Mais la biomasse, on l'utilise aussi pour l'énergie. Alors pour l'énergie, soit en faisant des biocarburants, soit en faisant des biogaz, soit en faisant des réseaux de chaleur avec des chaudières à bois, soit en faisant du chauffage bois à la maison. Et puis la dernière chose, c'est que la biomasse, on en a besoin pour capter le carbone, parce que ce sont les forêts, les haies, toute la biomasse qui capte le carbone. Or, on a besoin dans tous ces domaines d'augmenter l'usage et l'intensité de la biomasse. Donc on voit bien que si chacun le fait dans son coin, à la fin, ça boucle pas, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de demandes de biomasse que d'offres. Et compte tenu de ce qu'on paye aujourd'hui et du marché international, ça veut dire qu'en gros, la biomasse ira plutôt vers l'énergie de façon naturelle que vers l'alimentation, ce qui n'est pas le choix de l'État. Donc il faut arriver à mettre en cohérence les politiques publiques pour faire cela. Donc ça, c'est ce que fait le SGPE auprès du Premier ministre. Dans un premier temps, on a fait ce plan, et puis dans un second temps, on en est à l'étape de la mise en œuvre. Et dans l'étape de la mise en œuvre, il est apparu assez évident que si l'État doit fixer des trajectoires, des leviers, des normes, des incitations, la réalité de la mise en œuvre se fait au niveau des territoires, en adaptant, en déclinant, en accompagnant et en travaillant avec les territoires. Donc là, on a mis en place ce qu'on a appelé la territorialisation de la planification écologique, avec une première... c'est une itération annuelle. En 2024, on l'a fait au niveau des régions, en déclinant les objectifs d'atténuation en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien, secteur par secteur, comment on doit réduire les émissions d'ici à 2030 et 2050. Et on a essayé de travailler avec les régions pour mettre en place les mêmes objectifs, ce qu'on a fait dans la totalité des régions de l'Hexagone et la quasi-totalité des régions d'outre-mer, pour que chaque région, au niveau des services déconcentrés de l'État, autour du préfet et au niveau aussi des collectivités locales, évidemment, se saisissent de ces objectifs et mettent en face des leviers, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de leviers sur la forêt, sur la logistique, sur l'alimentation, qui ne sont pas du domaine, c'est pas l'État qui peut répondre à ça, c'est les collectivités locales. Donc on a fait cela en 2024 au niveau des régions. Et on l'a refait en 2025 sur la question de l'adaptation. Ça, vous êtes au courant de la sortie du plan national d'adaptation au changement climatique à la fin de l'année dernière, avec une grande nouveauté, qui est ce qu'on appelle la TRAC, la trajectoire de référence pour le réchauffement et l'adaptation
au changement climatique. C'est la première fois que l'État, et c'est assez unique, hein, on reproche beaucoup de choses à l'État français, mais il y a aussi des choses qui sont assez uniques et utiles, a fixé, a dit, voilà, il y a une référence, c'est qu'on considère qu'en 2100, en France, le climat va avoir évolué de plus 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors, plus 4 degrés, c'est une moyenne, mais dans les modèles qui existent de météorologie, ça a un certain nombre de conséquences sur des événements climatiques extrêmes, ça c'est assez difficile à mesurer, mais sur le nombre de nuits tropicales, en fonction des latitudes au sein de l'Hexagone, le nombre de journées de sécheresse, enfin il y a un certain nombre d'indicateurs qu'on est capable de modéliser, enfin Météo France, mais l'État, c'est un opérateur de l'État. Et donc cette track, désormais, ça donne un point de repère pour toutes les collectivités, pour tous les investisseurs, pour tous les partenariats, pour dire voilà ce à quoi on doit se préparer. Et on est capable de modéliser ce que ça signifie en termes d'inondation potentiellement, en termes de RGA, retrait gonflement d'argile, enfin, tous les risques nécessaires à intégrer dans l'adaptation. Donc, par ces COP, on essaye de mobiliser sur les territoires. Aujourd'hui, le rôle de l'État n'est pas que de contraindre. Le Premier ministre l'a annoncé, le nouveau Premier ministre a annoncé qu'il faudrait aller vers une nouvelle étape de décentralisation. Il est clair que la planification écologique doit être un des éléments de la décentralisation, où on doit passer d'une logique assez descendante à une logique de contractualisation avec les acteurs locaux sur à la fois l'atténuation et l'adaptation pour que les acteurs locaux aient des objectifs, s'approprient des objectifs, en contrepartie de quoi il y ait un soutien de l'État. Donc c'est ce à quoi on travaille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de schémas et de documents de planification dans les territoires. Il y a des schémas réglementaires, les SCOT, les SRADET, les SCOT, les PLU, les PHU. Alors, je ne rentre même pas dans les spécificités de la région Île-de-France que vous connaissez sûrement, mais qui sont encore plus complexes. Il y a des schémas aussi qui sont par secteur, sur l'eau, hein, les SDAGE, les PTE, hein, sur l'alimentation et l'agriculture, sur l'énergie. On pourrait multiplier sur la biodiversité, évidemment. Et nous pensons qu'on a besoin de repositionner quand même ces différents outils de planification qui présentent un certain nombre d'overlaps et pas forcément, ils ont toutes une bonne raison d'exister, il ne faut pas forcément les simplifier, mais si on veut déployer à large échelle le concept de planification, il va falloir, dans les années qui viennent, assez rapidement, regarder ces schémas réglementaires d'une part et par secteur, et voir comment l'État peut contractualiser avec les collectivités. C'était évoqué en introduction sur notamment avec ces difficultés financières que nous connaissons. On a aujourd'hui des outils, les CRTE par exemple, que vous connaissez, qui sont des outils d'agrégation de projets, ce qui est une bonne chose, mais il faut élargir l'assiette de ces outils pour simplifier la vie des opérateurs et puis contractualiser entre l'État et les collectivités. Là, il y a un énorme changement d'état d'esprit à faire sur la planification avec les collectivités, et c'est ce à quoi nous travaillons dans le cadre de la planification des territoires. Voilà. Je ne sais pas du tout combien de temps il me reste. Vous pouvez encore conclure si vous avez envie, sans aucun problème. Ok. La dernière chose qu'on doit faire, ce sur quoi on travaille dans le cadre de cette planification, c'est des listes de projets avec les collectivités. Hein. C'est les collectivités qui travaillent dans les COP territoriales pour l'atténuation de la biodiversité ou l'adaptation. Et aujourd'hui, et ça a été évoqué aussi en introduction, on a besoin de faire deux choses. Il y a énormément de choses qui sont faites dans les territoires, à tous les échelons, de projets profondément transformatifs, de modèles innovants de financement. Ce que ne fait pas suffisamment l'État, c'est d'une part appuyer les projets qui sortent un peu des cases. C'est très difficile, quand on a un projet qui sort des cases, d'avoir un État accompagnateur. On peut espérer au mieux un État neutre. Bon. Et ça, on doit changer l'état d'esprit par rapport à ça. Il y a eu des réformes des pouvoirs du préfet de département qui peuvent aller dans ce sens-là. Mais l'État et ses opérateurs doivent mieux identifier tous ces projets innovants et puis sélectionner ceux qui sont les plus porteurs pour,
les soutenir d'un point de vue normatif, d'un point de vue de financement. 2, les passer à l'échelle, c'est-à-dire les présenter aux autres collectivités pour que ce soit répliqué, c'était évoqué tout à l'heure, voire en faire la norme. Donc ça, c'est quelque chose que ne fait pas suffisamment l'État et sur lequel nous allons mettre la priorité dans le cadre des COP 26, c'est-à-dire travailler avec tous les territoires à identifier les projets les plus innovants, s'assurer que l'État soit en soutien et fasse sauter les verrous, voire les accompagne financièrement et en bonifiant. Et troisièmement, là où ça fonctionne, les présenter, les mettre à l'échelle et les répliquer à l'ensemble de l'échelon national. Parce qu'on a un problème majeur de passage à l'échelle des solutions innovantes. On a besoin d'accélérer. Et je conclurai là-dessus. Aujourd'hui, sur la question uniquement des émissions de gaz à effet de serre, pour atteindre les objectifs qui sont les nôtres, j'aurais dû commencer par ça d'ailleurs, on devrait être sur un rythme de réduction de 5% par an. En structurel, on est autour de moins 1% en 2025. On fera peut-être moins 1,8, mais pour des mauvaises raisons, parce que la conjoncture française est mauvaise, qu'on réindustrialise moins que prévu, qu'il y a une crise du cheptel bovin. Bon, bref. On a besoin de tripler, quadrupler le rythme de réduction de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, au niveau national, il y a encore des leviers. Il y a des leviers sur interdire le chauffage à gaz un jour. Bon, ce sont des leviers qui sont compliqués en termes d'acceptabilité. En revanche, dans les territoires, il y a des solutions. Il faut les identifier, les accompagner, les passer à l'échelle. Et le vrai relais pour accélérer, ce qui est absolument indispensable, c'est à cet endroit-là, parce qu'il y a des solutions d'une part, et qu'il y a beaucoup plus d'acceptabilité et de demande, parce que les collectivités locales, les acteurs locaux sont déjà confrontés à la réalité de la maladaptation. Dans les logements, c'est une évidence, dans les transports aussi, et à la demande des acteurs économiques et des citoyens de s'adapter. Donc le levier de changement, la stratégie de changement, elle est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple en termes d'accélération en travaillant avec les acteurs locaux, ce que nous essayons de faire. Voilà, je vous remercie.